Donc on va commencer par un traditionnel bonjour les gens qui écoutent la rediff. Vous pouvez dire bonjour les gens qui sont dans le chat aussi, pour les gens qui ont le courage de regarder la rediff, parce que c'est pas toujours forcément ultra fun de se mater la rediff, puisqu'on peut pas interagir. Mais après, c'est comme n'importe quelle vidéo, poser des questions dans les commentaires, j'y réponds moi aussi, ou j'y réponds la fois suivante. Il y a quand même une petite possibilité d'interactivité, même avec les rediffs chiantes. Donc, ce soir, c'est le live de Lilith. Élémentaire, mon cher V. J'aurais pu mettre W, mais juste V, ça marche aussi. Comme à chaque fois maintenant, je vais lancer l'épisode qui apparaîtra en bas à gauche. Je ferai pause de temps en temps pour expliquer les petits trucs. Donc ça va nous prendre un bon quart d'heure, 20 minutes au début de pseudo-débunkage et de qu'est-ce que j'ai bien pu vouloir vous dire à travers mes épisodes. Donc pareil, si vous avez des questions dans le chat, posez-les. On fera en sorte d'y répondre. Donc je vous propose sans plus attendre d'attaquer. Alors c'est lui. Et comme à chaque fois, bien sûr, je mettrai pause pour que ça marche. Pour que vous ne puissiez pas entendre ma voix en double. J'ai testé tout à l'heure, ça avait l'air bon au niveau du son, mais dites-moi très rapidement. Bon, vous savez que le début de la vidéo a le son un petit peu bidouillé, justement pour faire cet effet un petit peu vieux. Donc il va être un petit peu plus bas et un petit peu bizarre, mais dites-moi très rapidement dans le chat si les niveaux de son sont bons, que je puisse les ajuster pour la suite. Allez, c'est parti. Venez vers l'astre du Vegaro avec moi pour justement participer quelque part à la création du prochain épisode. Donc, le prochain épisode, prochain contenu, ce sera le 21 mai. Et ça, l'interactivité, c'est des idées qui pourraient popper comme ça. Essayons de construire le squelette de scénario pour que du coup, l'épisode qui sera le mois prochain, ça sera tout autant le long que le mien, c'est le nôtre. Ça se passe assez de commentaires. Un peu fort, et bien je vais baisser un petit peu. Hop. Ça devrait suffire. Continuez à me dire si jamais. Donc voilà, l'épisode, vous l'avez compris, il a été construit vraiment lors de la Néocast. Donc je replante le décor. Donc la Néocast c'était fin avril à Strasbourg. Et j'avais proposé une activité que j'avais intitulée Dans l'antre du Végarou. En attendant la lune, venez dans l'antre du Végarou. Un truc du style quoi. Et l'idée c'était justement d'échanger comme ça avec les gens autour de cette petite heure, pas tout à fait une heure, et d'essayer de construire donc l'épisode que vous avez eu la semaine dernière. Donc à la limite je pourrais vous montrer tout à l'heure le brouillon bordel sur le paperboard qu'il y avait. Donc les thèmes c'était vraiment ceux que je vais dire après, les cosmétiques, Sherlock Holmes et la chasse aux sorcières. Et les éléments que je vais prendre au fur et à mesure de l'épisode, ça je vous montrerai du coup à la fin, c'est vraiment le squelette de l'épisode a déjà été fait à ce moment-là. Même si là je joue un petit peu le « oh mais qu'est-ce que je vais dire ?» J'avais déjà plein d'éléments. Allez. Alors, c'est quoi les thèmes ? J'ai les cosmétiques homemade, fait maison, Sherlock Holmes, la chasse aux sorcières en Allemagne au XVIIe siècle, et j'ai des points bonus si j'arrive à placer du régionalisme et du féminisme. Ouais, pas mal. Et tu t'en sors ? Je te cache pas que pour le coup je bute un peu là. Je crois que j'ai exactement ce qu'il te faut. Alors je dis ça, je dis rien, mais il y a peut-être à ce moment-là de l'image dans le vrai épisode un lien caché quelque part. T'es sûr ? Ouh. Premièrement, se mettre dans sa peau et se laisser aller au Holmesmaid. Le Holmesmaid. Holmesmaid. Vous l'aviez celui-là ou pas ? Changement d'évolution du monde. Sa puissance augmente. Sourire à ce jeu de son pouvoir. Son secret lui vient du livre. Deuxièmement, ouvrir son esprit à d'autres formes de rituels pour voir leur point de vue.
on reconnaît un petit peu, un peu plus l'âme, le Troisième côté moment. basique. Danser avec le diable au clair de lune. Ça, c'est autre chose. Enfin, faire cet épisode du Figaro. C'est parti. Avez-vous reconnu cette image? Là, je vais vous laisser le temps un petit peu, j'y reviendrai de toute façon à la fin. Mais cette image, elle n'est pas sortie de n'importe où non plus. Et elle veut dire quelque chose. Elle veut dire quelque chose aussi. Salutations les verrues et les rumeaux. Vous l'aurez compris, pour cette pleine lune, c'est thème imposé. Mais telle une partie d'échecs, je vais placer mes pions tout au long de l'épisode pour ne vous révéler ma stratégie et les liens entre eux qu'à la fin. Utilisons pour ce faire Sherlock Holmes. Est-il besoin de le présenter? Personnage humain le plus porté à l'écran, puisqu'on considère qu'il a 255 adaptations. Environ, mais ça dépend des sources. Il est le deuxième après un autre personnage non humain, Dracula, qui lui est aux alentours des 272 adaptations à l'écran. Mais savez-vous que les deux rôles ont été interprétés par Christopher Lee? Le rapport de notre épisode? Aucun. C'est juste que ça me permet de vous faire un petit lien vers l'épisode 3, Vampire et Ghoul, si jamais vous ne l'aviez pas déjà vu. Mais revenons-en à Sherlock Holmes et au 7e art. Je vais utiliser tel un vaisseau les films de 2009 et 2011 de Guy Ritchie, que je vous invite fortement à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Nous suivons le grand détective dans une enquête où paranormal vient flirter avec l'essor des sciences de cette fin du 19e siècle, dans un Londres où la peur est très présente. On y rencontre aussi Irène Adler, une des très rares personnes à avoir tenu un défaut Sherlock Holmes, dans Scandale en Bohème, la première des 56 nouvelles écrites par Conan Doyle et parue en 1891, qui est... Alors là, justement, le lien dans la description, comme c'est des œuvres qui sont très vieilles, elles sont entièrement trouvables, libres de droit. Et je vous invite, si vous êtes curieux, à aller du coup y jeter un œil. Là, du coup, je n'ai mis le lien que de Scandale en Bohème, mais il y a tous les écrits de Conan Doyle qui sont sur c'est Wikisource, je crois. De toute façon, vous pouvez le trouver facilement avec le lien que j'ai mis sur Scandale en Bohème, ils y sont tous. Et c'est très sympa à lire. Moi, je connaissais déjà Sherlock Holmes, l'univers Sherlock Holmes depuis gros. Je pense que comme tout le monde, ça fait partie maintenant, c'est un mythe populaire, donc tout le monde le connaît. Mais c'est toujours très sympa de retourner encore une fois aux sources et de le chercher un petit peu plus. Et ce texte, même s'il est un poil vieux, est très sympa à lire, donc je vous invite grandement à aller y jeter un œil. Ça se lit vite. aussi la date de décès de Sherlock Holmes, puisqu'il entraîna dans sa mort le professeur Moriarty, sa némésis, dans les chutes du Reichenbach. Est-ce que ça compte comme un spoil si c'est écrit il y a plus de 120 ans? Du rétro-spoiling peut-être. Je vais continuer. Jésus est mort aussi. Mais il a résurrecté. Comme Sherlock Holmes. Ou Janon. Ça, c'est la transition. Et me dites pas que vous ne savez pas qui est Janon. Parce que franchement, ça mériterait le bûcher. Le bûcher, tiens. Magnifique transition. Je vous propose de repartir 3 siècles en arrière, à l'époque contemporaine. Oui, je m'ai trompé. Soyons factuels, voulez-vous, nous sommes dans un contexte d'incertitude d'après-Renaissance. L'Église catholique est affaiblie avec la montée du protestantisme, l'Europe est dans un climat d'après-guerre des religions, et le bas peuple, qui n'a pas vraiment profité de toutes les lumières, est pauvre, crédule, réguère et xénophobe. Alors, pour ça, petite histoire, je raconte ma vie, au collège, avec les 5e, ils sont en train de le faire, justement, les guerres des religions, mais le début de la Renaissance, du renouveau en Europe. Donc c'était rigolo de voir la prof faire son cours au 5e et aborder des sujets que j'étais en train, moi, de creuser de mon côté, avec des trucs qui font des fois un petit peu loin. Voilà, c'était juste une petite anecdote. C'était pour moi très marrant au boulot de faire, du coup, mes 2 casquettes. La maladie et la famine sont très présentes, mais la médecine est chère et vient d'ailleurs. Du coup, on lui préfère plutôt le petit guérisseur du coin qui bidouille quelques plantes et quelques sorts de protection, même si tout ceci n'est pas très catholique.
Qui aime la magie? Vous l'avez Jéhovah reconnu. ou Satan? Satan. Oui, la magie c'est mal. Du coup, le retour de bâton de berger papal se fait vite ressentir avec Innocent VII qui va placer sous la juridiction de l'Inquisition la chasse aux sorcières. Ainsi, Alors, faut savoir qu'à l'époque, ça s'appelait plus vraiment l'Inquisition, puisque c'était donc l'Inquisition, c'est avant, c'est vraiment l'Inquisition plus espagnole. C'était les mêmes principes, mais c'était les saints tribunaux, je crois. Et c'est eux aussi qui étaient en charge de s'occuper du cas de Galilée, entre autres choses. Donc tout ce qui a été la science à ce moment-là, et donc les sorcières, comme elles faisaient de la magie, mais pas que, c'était un petit peu de la science dans certains cas, donc il y avait quand même une volonté de rechercher. Pas tout à fait innocent, non, pour le coup. Donc voilà, ça s'était structuré sur la base ancestrale de l'Inquisition pour construire donc ces nouveaux tribunaux et cette nouvelle façon de faire. Entre autres, du coup, les deux personnages que je vais citer là juste après, et qui font le lien, en l'occurrence avec Heinrich Römer, son lieu de mort. Donc, quand je dis qu'il est mort en Bohême, c'est pas pour rien. Encore une fois, je refais le lien avec un petit peu plus tard la région de Bohême, mais aussi le fait que Irène Adler, le premier épisode de Conan Doyle, c'est Scandale en Bohême. La Bohême, encore une fois non, le Bohême tout court, présente encore une fois à deux liens dans l'épisode. ici, on va avoir Heinrich Römer, un Alsacien qui est mort en Bohême, qui va coécrire avec Jacques Sprenger le Marteau des sorcières. Une sorte de tuto auto-basique, un Twitchies. La raison, le auto basique, pourquoi au tout début de l'épisode je faisais un pseudo accéléré, parce que c'était pas si accéléré que ça, surtout pour moi. Le auto basique, faire un petit hôtel pour faire des invocations. Encore des liens partout. Et bien que rapidement la papauté réfute le fait que ce soit une bonne idée, en interdisant le bouquin, le mal était déjà fait. Ainsi, on considère que mi-XVIIe siècle, c'est environ 50 000 personnes qui ont été exécutées pour sorcellerie à travers l'Europe, dont la moitié, 25 000, en Allemagne. Donc quand on vous dit que les Allemands font pas les choses à moitié, la preuve que si. Alors au-delà de la blague, il faut aussi recontextualiser un petit peu. À cette époque-là, l'Allemagne, c'est pas l'Allemagne, c'est le Saint-Empire romain germanique, qui est la plus grande puissance de l'Europe. C'est chez elle que s'est développé du coup aussi les théories de Luther et de Calvin, si je dis pas de bêtises, Calvin aussi, ouais. Donc le protestantisme vient vraiment de là-bas. Et comme c'est une grande puissance, elle a aussi une très grande démographie. Du coup, le fait d'avoir 25 000 personnes qui ont été jugées pour sorcellerie, faut pas, voilà, c'est la moitié des chiffres de l'Europe, mais ils étaient aussi très certainement, à eux tout seuls, ils représentaient facile l'Europe entière, hein, la moitié de l'Europe. Donc ces chiffres sont pas si importants que ça, à part pour la blague là. Chez les Anglais c'est autre chose, parce que c'était peut-être que c'était Calvin aussi, mais le protestantisme, anglicisme, c'était, d'ailleurs j'aurais pu faire un lien avec l'épisode où je parle d'Erasme, je l'ai mis d'ailleurs je crois, il y a peut-être un lien caché, ouais, je me fais de l'autopromotion en lien caché aussi. Le protestantisme ça a vraiment été, c'était surtout une remise en question du catholicisme, en disant non, comme il faut, là, en train avec tout leur pognon, c'est pas ça que veut dire la Bible. Donc ils ont cherché à la traduire. Et après, chacun y voyait aussi son intérêt. Pourquoi il y a eu un intérêt aussi, le protestantisme a réussi à se développer à cette époque-là, c'est parce que les puissances européennes cherchaient quelque part à affaiblir, ou en tout cas être moins sujettes à la papauté, tout simplement. Donc en France ça a été ça, et si on a joué sur les deux tableaux en permanence, c'est que à un moment donné ça nous arrangeait de laisser passer le protestantisme pour dire au pape non mais t'es mignon, on fait comme on veut chez nous, pour derrière faire la Saint-Barthélemy et tout ça, parce que finalement ça fout quand même le bordel au niveau juste de nos petites ouailles, nos petits moutons français.
Et pour rebondir derrière en disant finalement le protestantisme c'est bien parce que ça fout le bordel sur la maison des Habsbourg, donc le Saint-Empire romain germanique. Voilà, ça a été que des jeux de pouvoir finalement, bien que les idées se soient développées à ce moment-là. C'est assez intéressant de voir les casus belli finalement, très intéressant dans quand toute l'Europe s'enflamme en général. Les intérêts de chacun et les liens et les alliances sont souvent plus de circonstances sur le moment. euh, c'est aussi le cas encore à notre époque, il ne faut pas se leurrer, mais je trouve ça toujours très intéressant parce que en général derrière ce victis, malheureux vaincu, c'est les gagnants qui écrivent l'histoire. C'est facile de se faire passer pour le gentil et dire que celui qu'on a battu c'était le méchant. C'est très souvent beaucoup plus compliqué que ça, mais très intéressant. Cherchez à l'occasion. Alors comment avons-nous fait pour trouver autant de sorcières? Eh bien déjà grâce à la connerie humaine, dont a été victime cet homme pour avoir signé à la même date des contrats à Genève et à Besançon. Faut savoir que de nos jours, c'est un trajet qui se fait en 2h30, 3h, mais pas à cette époque-là. Du coup, on tenait la preuve qu'il s'était rendu coupable de bilocalisation. C'est un sorcier. Qu'on le brûle, lui, sa femme et ses filles. Et c'est ce qui s'est passé. Sauf que, petite anecdote, à cette époque, à Genève, on utilise le calendrier julien, dont nous avions parlé dans l'épisode 7 de la saison 1. Mais depuis 1582, se répand petit à petit en Europe, et à Besançon, le nouveau calendrier grégorien que nous utilisons de nos jours. Sa particularité, c'est de venir rattraper un décalage d'une dizaine de jours. Le fait que le bonhomme soit né à Bamberg, c'est totalement un hasard. Mais j'ai trouvé très intéressant de faire le lien avec ça. Christophorus Clavius, c'est juste un mathématicien, un astronome de cette époque. Et c'est pour ça qu'à notre époque maintenant, les années bissextiles, on a tendance à dire c'est tous les 4 ans. C'est pas tous les 4 ans, c'est tous les 4 ans, sauf quand on tombe sur millénaire. Alors j'ai plus le truc en tête exactement comment on fait, mais en gros à cette époque, voilà, le fait d'avoir... Ils avaient déjà calculé à l'époque romaine, avec Solimène d'Alexandrie je crois, que la planète, l'année c'était 365 jours et un quart. En fait c'est pas 365 jours et un quart, c'est et un quart virgule et des brouettes. Mais ce quart virgule et des brouettes, à l'époque romaine, n'était pas connu. En tout cas, ils n'avaient pas vu comment ils pouvaient l'amortir. Donc en 1582, Christophorus Clavius a vu comment, d'un point de vue mathématique, réussir à jouer avec le truc. Donc c'est ça, c'est tous les millénaires, il y a une année bissextile qui saute en gros. Et donc c'était une commande de la papauté, qui avait remarqué que, alors à l'époque c'était toujours les 25 du mois, par exemple le printemps, nous nos changements les équinoxes, elles tombent le 21, le 20, ça dépend un petit peu des années, du 20 au 23 en général. Mais au tout début ça devait tomber le 25. Et quand on était dans le calendrier romain, comme on comptait en rebours, c'était les 5 jours avant le mois suivant, avant les calendes. J'ai oublié ma façon de calculer en calendrier romain. Bref. Et donc ce décalage était bien perceptible, et donc la papauté avait demandé à cet astronome, recalcule le truc et puis on repart à zéro et c'est parti. Sauf que, comme toutes les idées, ça se fait pas en un jour, et surtout avec le protestantisme, il y a beaucoup de l'Europe du Nord qui est resté sur le calendrier julien pendant plus longtemps. Donc le truc, je crois, j'avais vu, c'était mis sur une 50aine d'années en tout, pour être vraiment accepté par tous les pays vraiment utilisés. Mais c'est même très très récent au niveau mondial que le calendrier grégorien est vraiment pris. Chez les orthodoxes par exemple, c'est plus pour des religions... j'ai pas le mot. Pour des calculs religieux, justement sur des calendriers spécifiques, les musulmans ont un calendrier spécifique lunaire, l'Église orthodoxe a son propre calendrier aussi, en Asie ils avaient leur propre façon de compter aussi, maintenant c'est harmonisé au niveau mondial avec ce calendrier grégorien, mais globalement ça s'est pas fait en un jour. Ce
Ce qui est fait que notre petit... alors j'ai pas le nom du gars. Notre gars, il a signé donc ses contrats avec un coup sur le calendrier julien, un coup sur le calendrier grégorien. Et il s'est retrouvé, voilà, on avait la preuve. C'était pas juste il avait ribouillé un bout de papier, c'était des contrats. Donc c'était forcé que ce soit ça. Il s'était rendu vraiment coupable de bilocalisation. C'était pas possible autrement pour l'esprit des gens à cette époque. Alors que le calendrier, ça faisait déjà plus d'une paire d'années qu'il était en train déjà de bouger. Donc c'est que très certainement qu'on voulait vraiment le faire cramer le gars et que ça a servi de prétexte encore une fois qu'autre chose. Qui s'est instauré depuis l'Antiquité. Et à cette époque-là, 150 bornes en 10 jours, pas besoin d'invoquer l'occulte. Mais bon, les gens ne voient que ce qu'ils ont envie de voir. Et du coup, certaines... Dans le fait que les gens ont envie de voir que ce qu'ils ont envie de voir. Vous savez qu'il y a souvent un sous-texte dans mes vidéos. Je pointe du doigt certaines choses qui se sont passées sur les réseaux sociaux ces derniers temps, mais d'une manière générale, les gens ne voient que ce qu'ils ont envie de voir. Je ne dis pas plus. Vous y mettrez ce que vous voudrez derrière. Personnes vont utiliser cette suspension volontaire d'incrédulité pour leurs propres intérêts personnels. Comme ce fut le cas à Bamberg, petite ville charmante en plein cœur de l'Allemagne, où on a cramé dans les 600 citoyens de la ville, dont le maire, l'autorité du pouvoir en place, accusé tout ça de sorcellerie. Personne ne dit que la petite bourgeoisie avait tendance à lancer des accusations et récupérer les biens des suppliciés après. C'est le genre de chose qui n'est jamais arrivé ailleurs dans l'histoire. Ou peu s'en faut. Sous-texte. Un autre moteur de la délation va être la peur de l'autre, de sa différence, de ce stéréotype qui n'appartient pas à notre norme. Mais c'est quelque chose de tout à fait naturel. Rejeter un individu va venir resserrer les lignes du groupe, parce qu'opposé, ensemble, à lui. Et c'est très profitable pour la survie du groupe, surtout en ces temps troublés. Après, c'est pas parce que c'est naturel que c'est forcément bon. Un autre sous-texte, mais que cette fois-ci je vais me permettre d'expliquer. Vous aurez reconnu surtout, bon là on le voit pas bien mais un petit peu plus tard, avec les cosmétiques homemade et le masque miel cannelle. Donc vous voyez tout à fait à quoi je fais allusion, au fait que les réseaux sociaux aussi se sont emballés sur pas mal de trucs. Je ne citerai que le Figaro Madame sur ce coup-là, qui a accusé, mais bien vertement en plus, Enjoy Phoenix d'avoir fait cette immondice, ce masque ultra dangereux avec des proportions totalement... Enfin, ils avaient fait un bon gros pavé, le truc bien à charge. Et bon, je crois qu'on est plusieurs à avoir cherché par curiosité. Le Figaro Madame, qui fait aussi de temps en temps des articles cosmétiques homemade, et qui avait la même recette. Alors la même recette à la limite, voilà, il y en a plein qui proposent des masques miel cannelle, mais avec les mêmes proportions. Il a été reproché à Enjoy Phoenix d'avoir utilisé des proportions trop riches en cannelle. Les mêmes proportions ont été utilisées dans le masque proposé par le Figaro Madame, qui n'a pourtant pas hésité à dire que c'était totalement inconscient mais inadmissible que cette jeune youtubeuse mette en danger la vie des autres. Voilà. Comme tu disais plus haut, je ne sais pas si c'est encore, si tu veux te débarrasser de quelqu'un, tous les moyens sont bons, surtout à cette époque, mais à notre époque aussi. Qui veut se débarrasser de son chien l'accuse de la rage, c'est toujours vrai à notre époque. Donc, petite pique sur le « c'est pas parce que c'est naturel », puisque c'était la défense de Marie. C'est pas parce que c'est naturel que c'est pas dangereux, de toute façon, qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est chimique, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est un autre grand débat. Et donc, c'est... pourquoi je dirais vers ça oui, donc, c'est pas parce que c'est naturel que c'est forcément bon, comme là, mais pour autant, faut pas non plus tirer sur l'ambulance comme ça peut être fait. On continue. Parlons maintenant des victimes de cette chasse aux sorcières. Alors, peut-on parler de génocide ? Du coup,
Joy Phoenix avait subi aussi sa petite chasse aux sorcières à ce moment-là. Toujours sous-texte, toujours. Mais il y a ce sous-texte-là, mais je fais allusion aussi à d'autres choses. Et des choses auxquelles je ne fais pas allusion, mais que vous verrez que ça colle avec ce que vous en avez vécu. Le fait d'accuser quelqu'un. L'arrêt sur image est magnifique, là. Donc, d'accuser quelqu'un, mais la façon dont on s'est jeté sur elle par derrière, c'est souvent... C'est naturel, mais c'est pas très bon de faire ça. De génocide plutôt, puisque c'était la chasse aux sorcières, pas aux sorciers. Qui étaient-elles finalement, ces femmes si différentes de la norme? Des veuves devant subvenir à leurs besoins en bidouillant quelques plantes et sorts de protection? Ou au contraire des femmes fortes, capables de s'imposer même devant les hommes et de leur tenir tête? Il y a de ça. Quittons l'Allemagne pour descendre 800 bornes vers le sud. Les féministes qu'on traite de mal baisés des fois, quand ils essaient de défendre les trucs. C'est une sorte de chasse aux sorcières aussi. Dans le lot, il y en a qui sont, je vais pas dire mal baisés, mais qui sont peut-être un petit peu trop extrémistes dans leur façon d'aborder les choses. Les féminazis, pour leur mettre l'étiquette, alors que vous savez que j'adore ne pas mettre d'étiquette. Mais très souvent, cette chasse aux sorcières-là va faire aussi que les personnes vont avoir tendance à être petit à petit extrêmes et extrémistes, parce qu'elles se prennent sur la gueule en permanence. Là, je parle vraiment au sens large, c'est les personnes qui militent pour quelque chose, à force d'être dénigrées, d'être attaquées avec des attaques en nominem, d'être vraiment traitées comme moins que rien, et les gens deviennent agressifs. Alors c'est clair que c'est pas super vendeur, hein. Quelqu'un qui vient mais qui vous met des tartes pour vous vendre un truc, vous n'avez pas envie d'acheter le truc. Mais au lieu d'être vous aussi en retour agressif, parce que c'est naturel justement d'être agressif face à quelqu'un qui est agressif, posez-vous la question, pourquoi la personne est comme ça? Est-ce que vous pouvez pas est-ce que vous n'avez pas le pouvoir de rompre cette barrière justement, cette chaîne de l'agressivité? Parce qu'elle est agressive, vous répondez de manière agressive, du coup ça lui justifie d'être agressive avec vous, donc c'est l'escalade sans fin. Alors que, quel que soit le truc, en restant calme et posé, et Dieu sait que c'est compliqué, on arrive souvent à désamorcer énormément de situations, mais de se poser un petit peu plus calmement. Après, il y a certaines personnes qui sont agressives parce qu'elles veulent partir au clash, parce que le clash c'est ça qui les intéresse. Et je ne dirais pas qu'il y a encore un sous-texte à ma phrase. Et 100 ans en arrière. Katharina Sforza, ça vous dit quelque chose? Alors ceux qui ont joué à Assassin's Creed 2, évidemment, ça vous parle. Pour les autres, sachez juste que c'était la princesse de Forlì, une petite ville en Italie, et on va dire que c'était une femme qui en avait. Alors là, le lien que j'avais mis, c'était vers la série Borgias, que j'ai trouvé qu'en anglais, pour le coup, en bonne qualité. C'est aussi un moment qui s'est passé dans l'Assassin's Creed. C'est le moment où Cesare Borgias arrive devant Forlì qui est assiégé par ses armées et tient en otage le fils de Katharina Sforza et la menace que rends-toi ou je bute ton fils. Très simple. Et est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? En tout cas, l'histoire qu'il a racontée le raconte de cette manière-là. Elle aurait soulevé sa jupe et lui montré, alors à l'époque il n'y avait pas forcément de sous-vêtements, lui montrer qu'elle était encore suffisamment appareillée pour des fils sans faire tant qu'elle voudrait. En gros, magie. C'est le petit côté un petit peu comme dans Speed. T'as des otages, j'abats les otages. Comme ça t'as plus d'otages, vas-y. Et tu vas faire quoi là? Donc voilà, on peut dire que très certainement c'était un coup de bluff aussi, hein. Je doute que une mère soit prête, encore que, pourquoi pas, soit prête à se débarrasser de son fils pour ne pas tomber la vie, mais de notre côté, elle a su ne pas mettre aussi son perso et pour sauver la ville aussi. Donc c'est un bon chef et souvent capable de mettre de côté son perso. Et je ne dirais pas encore une fois qu'il y a un sous-texte. Je vous laisserai assouvir votre curiosité à son propos. Sachez juste que, à ses heures perdues, elle s'occupait avec des remèdes et des cosmétiques qu'elle faisait elle-même, et qu'elle était suffisamment experte pour en faire un bouquin. Et son portrait se trouve au musée de Forlì. Comme beaucoup de femmes à cette époque qui avaient une once de pouvoir,
C'était très commun hein, de bidouiller les plantes et faire des remèdes, les remèdes de bonne femme. Euh, Sauf que quand t'es princesse, ça a un poids plus de poids. Eh bien, cette ville de Forlì va nous servir de transition pour quitter l'époque moderne et revenir à notre époque contemporaine, puisqu'elle a été le lieu de naissance de celui qui sera le guide de l'Italie, le petit Benito Mussolini, El Duce. Un bon gars. Donc là, il y en a certains qui vont penser que pour le coup, celui-là, il est super tiré par les cheveux. En fait, il faut savoir que Mussolini fait partie des personnages qu'il fallait que je traite, puisque ça a été donné pendant l'activité à la Néocast. Donc ça s'est trouvé très facilement du coup en se servant de l'IM de Forlì, sachant qu'il n'est pas vraiment né à Forlì, il est né dans la province de Forlì, dans un petit village à côté. Mais bon, ça passe. Vu comme le prophète, il a instauré une paix civile, vraiment unifié l'Italie, mis en place les allocs, la sécu, du temps libre pour les travailleurs, apporté le plein emploi aux Italiens, en lançant par exemple des grands travaux comme les premières autoroutes en Europe, en 1923. Il faut savoir qu'à l'époque, il avait lancé ça, mais le parc automobile italien n'était pas super. Donc, est-ce que c'était vraiment pour une volonté civile? Très certainement pas. Hein. Le fait de blinder son pays d'autoroute comme ça devait aussi faire en sorte que plus tard servir l'armée très certainement. Mais ça reste quand même un truc, voilà, il a donné du travail à tous les Italiens, en ayant viré les autres. Hein. Le fascisme, c'est mal. Hein. Mais il y a eu quand même de très bonnes choses. Comme le nazisme, hein, c'est le national-socialisme à la base. Donc il y a quand même eu des avancées qui ont été faites, des idées qui étaient utilisées pour justifier derrière quelque chose d'horrible, mais rien n'est tout blanc ou tout noir, encore une fois. Du coup, c'est un peu grâce à lui si on peut signer le même jour un contrat à Naples et à Milan. Bon, tout ça, c'est pas fait sans... Le côté Genève et de tout à l'heure, les autoroutes. Heurte non plus, pour resserrer les liens autour du faisceau identitaire. Le faisceau. Faisceau, fascisme. On va pas faire d'étymologie maintenant, mais vous aurez compris le lien. Et si vous l'avez pas compris, maintenant il est mis en lumière. Il a fallu en exclure certains. Pas question de les traiter de sorciers et les brûler en place publique, mais utiliser la force, la torture et l'humiliation, ça passe. Un petit exemple avec l'huile de ricin, connu depuis l'Antiquité pour être un fortifiant capillaire, mais aussi un très puissant mais très douloureux laxatif. Et bien, il était utilisé contre les opposants au régime par ces milices volontaires et les fameuses chemises noires. Donc c'était à ce moment-là que normalement ce qui était prévu avec Castor Moser, que j'ai finalement fait un teaser, puisque l'huile de ricin s'appelle, qui est une plante, hein, c'est la plante que vous avez au-dessus, en anglais s'appelle la castor oil, l'huile de castor, sans avoir aucun rapport avec le castor. Donc c'est juste une appellation commerciale d'un point de vue anglophone. Et l'idée c'était ça, c'est pour ça qu'on avait fait le teaser. Le problème étant que Castor n'avait pas les moyens de filmer, puisqu'elle avait plus son trépied, et manque de temps. Elle avait dit, bon, si tu veux, on peut le faire à l'oral. Et puis c'est là que je me suis dit, pourquoi pas le faire en teaser et sur Skype. Donc c'est parti comme ça. Et c'est pour ça que ça a été le petit truc que vous avez pu voir le jeudi d'avant, qui est toujours en ligne, de toute façon, il va y rester. Mais voilà, qui était, j'ai trouvé très amusant. Et une fois de plus, je trouvais intéressant enfin une fois de plus, pas spécialement, mais pour cette fois-là en tout cas, je trouvais intéressant qu'elle me mette un vent, bien comme il faut. Une façon aussi de montrer que les femmes sont, dans ce cas-là, enfin non en général, au-dessus des hommes, sont capables aussi de dire non, et qu'un non c'est un non. Là aussi il y a un sous-texte. Celui-là il est plus facile à voir, et celui-là je le revendique plus facilement, puisque c'est vrai. Attention, homme-femme, même chose. Mais pas tout à fait, il y a des différences quand même. Les cheveux longs par exemple. Non, prenez pas cet exemple. Franchement, tu trouves pas que ça t'a aidé à le sortir cet épisode? Vous aurez noté l'autodérision, cet épisode c'est vraiment de la merde en fait. Bon. Et bien maintenant,
tous mes pions sont placés, il est temps à présent de vous révéler les liens entre eux. Allez, commençons. Alors là, c'est le passage, certains me l'ont dit, et je suis d'accord, qui est un poil... gerbam. J'aurais dû le faire autrement. Je voulais le faire en fait sur le même visuel. À un moment donné, dans Sherlock Holmes, il y a, quand il regarde la toile d'araignée, comme l'appelle Sherlock Holmes, Watson qui tient avec deux doigts un fil qui suit. Et je voulais avoir un petit peu ce même visuel du coup de pseudo-travelling sur l'épisode. C'est un échec, clairement. C'est pas, voilà, je ne suis pas fier de cette construction d'image. Finalement, l'idée dans ma tête était bonne, ce que j'en ai fait n'était pas bon. J'aurais dû après coup le faire autrement, mais voilà, j'ai voulu le tenter. Il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit que voilà, le fait que la caméra bouge beaucoup aussi, c'était un poil gerbam. Mes excuses. Donc du coup, mes excuses pour ceux à qui ça va le refaire maintenant. C'était pas ça l'objectif. L'objectif était plutôt justement... très visuel, très pictural, mais n'avait pas la vocation de donner envie de vomir. On sauve les cosmétiques faits soi-même et les remèdes de grammaire qui ont été parfois particuliers. Truc que j'ai pas dit, Sherlock Holmes qui est connu comme étant mon gros cocaïnomane. La cocaïne qui était donc utilisée à ce moment-là, to touch drop, c'était une pâte pour... c'est un médicament quoi, tout simplement. Reconnu comme médicament. Issu de tout ce qui était phytothérapie, dont était particulièrement friand Sherlock Holmes. La feuille de coca, vous connaissez, hein. Sherlock Holmes qui combattit Blackwood et la sorcellerie. Je le redis encore, si vous n'avez pas vu l'épisode de 2009, le film de 2009, allez le voir. Il est vraiment, je trouve, un très très bon film qui arrive à relier beaucoup de trucs. Avec le côté paranormal, et c'est, je trouve, un très bon film sur le scepticisme. Tel notre Le marteau des sorcières, donc Malleus Maleficarum, donc le bouquin qui a été écrit par Heinrich Römer et Jacob Springer, voilà, qui posait les bases de manière scientifique, comment découvrir, je l'ai dit tout à l'heure, mais comment vraiment découvrir qui était une sorcière ou pas. Même si ça ne tient pas la route ces minutes à notre époque, à cette époque c'était vraiment un raisonnement scientifique pour l'époque. C'est pour ça que je les lie entre eux, et avec le côté fait soi-même que Sherlock Holmes avait fait aussi, et la manière de se construire lui-même mais d'avoir un protocole expérimental. Visiteur scientifique qui venait d'Alsace, de Strasbourg. L'Alsace qui a été le casus belli de l'Allemagne du Troisième Reich pour s'associer à l'Italie fasciste de Mussolini, qui utilisait souvent, on l'a vu, l'île de Rissem. What have you done to Gladstone now? Richness communist. Alors ça aussi, j'avais pas prévu à la base, mais c'est quand même magnifique que dans l'épisode de 2011, dans le film, il soit utilisé du ricin. Le ricin qui est donc cette issue de la graine de ricin, et qui permet la ricine, qui est un poison très violent, qui, à petite dose, fait justement l'effet laxatif de l'huile de ricin. Encore une fois, dans les plantes, on peut en tirer quelque chose qui va être très bénéfique pour l'organisme, au contraire très dangereux. Rien n'est bien, rien n'est mal. Les choses sont dans la nature. Ça dépend comment nous on va l'utiliser derrière. Sous-texte, c'est pareil pour la vie en général. Rien n'est bien, rien n'est mauvais. Qu'est-ce qu'on en fait? Plante utilisée par Katharina Sforza. Ricin, pour nous les hommes, n'est pas un placement produit. Hein. C'est juste un jeu de mots. Femme qui s'est faite aussi toute seule. De même qu'Irène Adler. Nous l'avons vu. Compagne de Sherlock Holmes. Compagne dans les deux films. Même si, très certainement, Sherlock Holmes, dans l'œuvre de Conan Doyle, apprécie grandement Irène Adler. En tout cas, j'ai pas lu les derniers, mais il y a ce côté... il est respecté, Irène Adler. Le fait d'en avoir fait un couple dans l'épisode 2009-2011, un couple Je t'aime moi non plus, c'était histoire de mettre aussi une valeur un petit peu attachante à Sherlock Holmes. C'est vrai que ça aurait manqué, surtout à notre époque,
pour le grand public si Sherlock Holmes n'avait pas eu ce petit côté humain, tout simplement. Donc je trouve que les scénaristes qui ont décidé d'en faire la compagne, entre guillemets, de Sherlock Holmes, ou en tout cas ce jeu de séduction entre deux, est une très bonne chose. Sherlock Holmes qui est mort au Reichenbach. Alors, les chutes du Reichenbach, c'est... salut Chachouad. Chassouad. Je suis même peu sûr de bien le prononcer. Ceux qui ne connaissent pas Chassouad, c'est celle qui m'a fait un magnifique fan art. Celui que j'ai sur Twitter. Voilà, je le place comme ça, vite fait. Donc, Reichenbach, Reich, c'est le ruisseau, en fait. Donc, les chutes du ruisseau puissant, là. À moins que ça soit puissant, Reich. En fait, je me lance dans une explication étymologique du truc, mais s'il faut, je suis complètement à côté de la plaque. Mais bon, j'ai lié les chutes du Reich and back aux chutes du Reich avec Mussolini et Hitler juste derrière. La chute du Reich et de ses alliés. Sachant que dans ce château, donc le château de Klesheim, qui se trouve à Salzbourg, il y a eu plusieurs conférences, plusieurs rencontres entre Mussolini et Hitler à cet endroit-là. Là, c'est en l'occurrence la dernière où ils se sont rencontrés, dans les dates que j'ai vues. Et ce que je trouvais amusant aussi, c'est de trouver que ces dates, donc du 23 et du 24 avril, c'était les mêmes dates que la Néocast. Voilà, c'était juste très amusant à faire, je trouve. À la conférence de Salzbourg, où il rencontra Hitler. Salzbourg signifiant le château de sel. Le sel étant souvent utilisé dans tout ce qui est cosmétique fait soi-même. Mais le sel que l'on retrouve aussi, encore une fois, en Alsace, qui fut également le lieu. Du coup, les mines de sel d'Alsace et de potasse ont été aussi, depuis le 19e, une des raisons aussi de l'affrontement entre l'Empire de Prusse et l'Allemagne après, et la France, puisque c'était aussi quelque chose du coup de très riche et de très important pour l'un ou l'autre des pays. Donc là, je l'ai vraiment survolé, la cigogne survolée, sur l'épisode, mais en faisant des recherches, le côté sel était du coup, dans le script initial, beaucoup plus important. Là, j'ai pris que les éléments à la fin. Mais si vous êtes curieux, l'industrie du sel, début du fin 19e, début 20e, est intéressante aussi à chercher. On fait plein de choses avec la potasse. De création de cet épisode. Dites-moi, ma toile d'araignée vous arrête-t-elle? Phrase de Sherlock Holmes. Mais voyez-vous se former avec les villes de Bamberg, Salzbourg, Forli, les chutes du Reichenbach et Strasbourg, quelque chose de plus grand encore. Le voyez-vous? Alors, le fait qu'il ne soit pas totalement parfait, ce pentacle, au-delà du fait que, bon, il est quand même joli, c'était, donc comme je vais le faire derrière, le petit côté par rapport au book. Mais c'est une autre façon aussi, là c'est pas un sous-texte, mais c'est une petite pique jetée comme ça, à tout ce qui va être les gens qui font des déductions après coup, comme je sais pas, l'équateur penché ou d'autres choses. Voilà, on fait en sorte que les faits rentrent dans la théorie et pas que la théorie explique les faits. C'est mal. Vous vous dites sans doute que c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais grâce à l'huile de ricin, c'est tiré par le bouc émissaire. Bouc émissaire qui permet justement de réunifier le groupe et tout ça. La boucle est bouclée. Et oui, et là, le sel, c'était l'or blanc, ça je l'avais expliqué aussi vite fait dans l'épisode sur le salaire des youtubeurs. Le sel, c'était vraiment, c'est l'or. Après, bon, j'y reviendrai après sur le sel. On va terminer d'abord l'épisode. Échec et mat.
J'espère que cet épisode, dont les piliers ont été posés par certains d'entre vous à l'occasion d'un Néocast, vous aura plu. En tout cas, personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, donc c'est très certainement une expérience que je renouvellerai. D'ici là, je vous dis à la prochaine lune. La propagande, très important. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Ocitos, coccinum, en homeos, patus. Qu'est-ce que tu fais? Bah ça se voit pas. De la magie. Troll. Ok. Par contre, il va te manquer un truc à sacrifier. Et je crois que j'ai exactement ce qu'il te faut. Venez là sur les gagots avec moi, justement, participer. L'objectif n'était là que de permettre l'introduction de la recette de Recteur, vous l'aurez compris. Hop, capture de fenêtre, et voilà. Du coup, j'ai pu avoir de son, je peux sortir lui, et rester que avec vous, avec le chat. Alors, je sais pas si vous entendez, mais ça tonne pas mal derrière. Petit orage. Donc si ça coupe, vous savez d'où ça vient. Donc voilà, l'épisode, comment il avait été fait. Si j'ai dit que je vous montrais vite fait le brouillon. Hop, est-ce qu'on va bien voir? Vous allez voir que dalle, donc je vais vous dire vite fait. Donc les thèmes qui m'ont été donnés, les cosmétiques, Sherlock Holmes et la chasse aux sorcières. Et après l'idée, j'avais demandé aux gens qui étaient là de me donner les petites anecdotes. Donc avec des cosmétiques, il y avait de l'huile de ricin qui était sortie très rapidement, avec Mussolini qui l'utilisait. Sherlock Holmes qui était le plus porté à l'écran, c'est une info qui m'a été donnée à ce moment-là. Le fait qu'il était cocaïnomane. Le fait qu'il a été mis en défaut par une femme, donc Irène Adler. La chasse aux sorcières à Bamberg avec, alors ça j'en ai pas parlé, mais le fait que, hop, là, la notion de doigt, le fait de péter les doigts, ça j'en ai pas parlé, du coup c'est la seule info qui a sauté. Et la prise de pouvoir qui sert de prétexte, enfin, la chasse aux sorcières qui sert de prétexte pour la prise au pouvoir dans le village de Bamberg. Donc voilà tous les éléments, et donc régionalisme, identité avec l'Italie. Donc voilà le petit pot pourri, justement, comme il y a de marqué dans le chat, qui a fait que j'ai créé tout ça. Et au final, donc je me suis beaucoup amusé à le faire déjà, comme j'ai dit. Mais ça me permet aussi, alors pas un sous-texte, mais un fil rouge entre guillemets, de montrer quelque chose que je trouve important. C'est que quand on cherche, et on n'a pas besoin de chercher beaucoup, comme vous avez pu le voir, des liens on en fait avec tout. Donc oui, tout est lié, évidemment. Tout est lié, et puis le petit côté, voilà, je suis pas revenu, mais évidemment oui, c'était dans Harry Potter, hein, c'était la Dame Blanche. Donc la Dame Blanche, la féminité, le pouvoir de la femme, puisque aux échecs, la reine est la pièce la plus puissante. Le côté partie d'échecs, donc Sherlock Holmes et Moriarty qui jouent aux échecs, et ce fameux symbole là que à aucun moment je n'ai repris moi dans l'épisode du coup, puisqu'il était repris dans l'image de base par la Reine Blanche et par Moriarty justement, qui fait comme ça au début de l'épisode aussi. Donc ce côté tout est lié, il y est là derrière, tout est lié, mais au final c'est quelque chose de très simple, de lier les choses entre elles. C'est presque un piège. Parce que quand on cherche bien, on arrive à tout lier. Et c'est très facile, après coup, d'arriver, de vous montrer les liens comme je l'ai fait là, et d'essayer de vous faire croire que les choses sont vraiment liées. Cet épisode, donc, je l'ai fait... donc, les infos m'ont été données fin avril. Il est sorti donc le 21 mai, mais il était tourné début mai. Donc, l'épisode en lui-même, il a été fait une quinzaine de jours, avec mon taf à côté, d'autres projets à côté, donc j'étais pas à 100% là-dessus. Donc quelqu'un qui va vouloir passer
même pas sa vie, mais passer suffisamment de temps sur un sujet, va réussir à lier des choses entre elles qui sont pas liées, mais qui, présentées comme ça, comme je viens moi de le présenter là, sont crédibles. Et c'est ça aussi que je cherche à vous montrer. Faites gaffe. Alors, je suis persuadé que, surtout ceux qui sont là dans le chat, mais peut-être pas ceux qui regardent la rediff, sont habitués à ce genre de choses, de ne pas tomber dans le piège, d'avoir un petit esprit critique et de ne pas foncer tête baissée, d'enlever les œillères, parce que justement quand on vous présente des liens, la suspension volontaire d'incrédulité, c'est ça, on accepte de mettre des œillères parce qu'on fait confiance à la personne qui nous raconte l'histoire. Jusqu'à un moment où pour nous c'est plus une histoire, ça devient une vérité. Les liens que j'ai faits là, c'est pas des vrais liens. Ils y sont de fait, c'est joli, c'est scénaristique, mais vous l'avez bien vu, hein, les 3 sujets que vous m'avez donnés à la base, ils sont pas liés, mais je les ai liés. Donc faites gaffe à ça. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ouais, le sel. Donc le sel qui est utilisé en sorcellerie depuis très longtemps pour son côté justement purification. Comment il construit le sel? Comment on le trouve? Alors on le trouve dans les mines à l'état naturel, mais très souvent il est utilisé dans les marais salants par évaporation de l'eau. Donc le sel représente ce qui a cristallisé après que l'eau des marais, les marais c'est mal, ça porte à la maladie, cette évaporation-là par le soleil, la lumière divine, a permis justement la cristallisation de quelque chose de blanc, de pur. Donc le symbole de pureté du sel, on le retrouve dans beaucoup de cultures parce que la façon qu'il a d'être fabriqué est quelque chose de pur. Donc il est aussi très utilisé, ceux qui connaissent la série Supernatural le savent, pour se protéger des fantômes, ou utilisé en sorcellerie, on le voit souvent justement dans le film de 2009, il utilisait au moment où il fait son pentacle les 5 éléments, non les 4 éléments, donc l'homme, le lion, l'aigle, le bœuf. Donc qui représente les 4 points cardinaux, les 4 éléments pour former le griffon, sont disposés sur du sel brut. Donc là, ce sel-là est quelque chose qu'on observe souvent aussi en sorcellerie. Du coup, je vais vous mettre un petit diaporama. Pourquoi ça marche pas? Hop. Pourquoi ça marche pas? Fichtre. Je voulais vous mettre mes petites images. Pourquoi ils y sont pas? Tac. Live. Pour animer un petit peu l'image aussi. Alors, je vais supprimer, je vais ajouter un autre. Je vais le refaire du coup. Tac, autre live. C'est juste pour animer un petit peu en mettant les images. Merde, pourquoi ça marche pas? Parce que tu crois que je suis pas assez têtu, petite machine. Ajouter un dossier. Tac, autre, live. Nouveau dossier 2. Ok. Voilà, c'est un petit peu trop grand. Je vais du coup le remettre dans une taille un peu plus adaptée. C'est encore trop grand. Hop, voilà. Donc le sel, là de nouveau. Voilà, c'est juste ça, je voulais mettre les petites images comme ça qui apparaissent. Alors les sels colorés, justement, ça dépend, parce que ça dépend des couleurs qui vont être utilisées, ça dépend des propriétés du truc, ça dépend de l'alchimiste du coin qui passait par là. J'ai pas plus d'infos que ça.
Le fait de jeter de l'épaule par-dessus, de jeter du sel par-dessus son épaule, c'est pour se protéger du mauvais œil aussi. Voilà, quelque chose, on a fait une connerie, on s'est attiré le mauvais œil, qui donc est très certainement derrière nous en train de nous regarder de façon impérieuse. Ben, le sel justement jeté dans cet œil qui nous regarde, donc jeter quelque chose de pur dans l'œil du mauvais œil, ben, c'est s'en protéger. Voilà, voilou. Mais écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Moi, du coup, je vais regarder sur Facebook les questions qui m'avaient été posées. Alors déjà, par rapport à Nel, ça compte pas. Voilà. Tout est lié, oui. Vous l'entendez donc le tonnerre, hein. C'est pas... Parce que je me demande aussi quelle est la sensibilité du micro par rapport à ça. Donc là, pareil, est-ce que vous entendez contre la vitre l'eau qui tape? Peut-être que vous me répondiez. Hop, alors. Parce que j'avais une question qui était posée par Olivier, je suis pas sûr qu'il soit là. Là, je suis supportable. Mais c'est long. Si je passe en Wi-Fi, peut-être ça ira plus vite. Bah là, après, ça risque d'augmenter un petit peu le son, puisque je l'entends arriver depuis un petit moment. Là, il se rapproche vraiment. Mais ça, et ça commence à taper de plus en plus fort. Le vent aussi commence à se lever, être de plus en plus fort. Normalement, ça devrait pas couvrir ma voix dans le micro. Hein. Alors, ça serait vraiment pas de bol. Hop, elle est où? Tac, ici. C'est beaucoup trop là. Téléphone, tu es trop là. Bon, alors. Nouvelle page. Parce que sinon, ça va venir vous couper ici. Nouvelle fenêtre. Est-ce que... Ouais, c'est bon, ça n'a pas pris. Nickel. Donc tout est lié, on essaye de me faire taire. Lilith essaye de me faire taire. Sauf que, comme je dis souvent, je suis plutôt de nature opiniâtre. Alors opiniâtre, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire têtu, mais de façon non péjorative. Alors, un fichier discussion, commentaire. Ah oui, la question c'était, bon, mis à part le jeu de mots avec Luc de Rissem, il y a des collaborations, partenariats, featuring de prévus avec d'autres personnes, comme c'est souvent le cas. Par exemple, là, l'Instrumentarium, Lex Luthor, Tutor, Chris, Castor, tout ça. Donc, est-ce que je vais faire d'autres featuring? Clairement, oui, il y a des petits caméos comme ça. Faut que c'est qu'il y a un lien pour l'épisode. À la fois où Chris de Minute Papillon avait fait la voix donc sur l'épisode Djihad des Croisades, ça avait un sens pour le scénario de l'épisode. Il fallait que ce soit lui, mais c'était pas non plus. C'est pas du caméo pour du caméo, quoi. J'avais proposé aussi, il avait refusé à François Terrel pour l'épisode sur mépriser les sources, quand je parlais de la PLS. Donc le jeu de mots, ça aurait été que la pelle, elle laisse, voilà, que quand tu te prends un coup de pupus dans la gueule, tu finis en PLS. Il n'avait pas été trop chaud, il n'avait pas aimé le jeu de mots. Voilà. Souvent j'ai des idées qui me viennent comme ça, et je vais aller proposer aux gens, en disant, tiens, il y a un lien, encore une fois. Là, pour cet épisode aussi, j'avais proposé à Mendax, par rapport à le petit passage sur l'ocytococylome, donc l'homéopathie. Mais pareil, je l'ai prévenu au dernier moment, parce que l'idée m'est venue au dernier moment, le jeu de mots, le fait de l'associer à ce moment-là. Donc il a vu, ah oui, pourquoi pas, t'en as besoin pour quand? Je fais, cet après-midi, ça serait cool. Ah ben, j'aurai jamais le temps. Mais tant pis, je fais pas. Donc voilà.
si je m'impose aucune limite, que ce soit pour les épisodes, que ce soit pour les featuring, pour ça, voilà. À partir du moment où ça a un sens, et ou si quelqu'un veut venir bosser avec moi, n'importe quel autre vidéaste se dit même vite, soit faire une petite apparition dans son épisode, soit à ce qu'on fasse un épisode ensemble, je n'y suis absolument pas fermé, au contraire, j'aime bien bosser avec les autres. Je bosse seul sur plein de trucs, mais j'aime bien, et justement, donc le verger qui devrait plus tarder maintenant à arriver, est clairement dans cette logique-là, puisque tous les épisodes du verger, je les ferai en collaboration avec quelqu'un qui fait du rétro gaming. En tout cas, c'est mon souhait. Je souhaite que chaque épisode où je vous présenterai ces jeux anciens, où Georges présentera ces jeux anciens, soit sous cette forme-là. D'ailleurs, petite avant-première, ceux qui seront encore là dans le live après que j'ai coupé l'enregistrement, je vous mettrai dans le chat et on regardera vite fait l'épisode 0 qui explique ce que sera le verger. Donc voilà. Petite info sur le prochain épisode aussi, donc qui doit sortir fin juin. Je tourne le week-end prochain. Et ça sera un épisode qui va voyager dans le temps. Bon, vous commencez à être habitué, vous savez qu'il y a certaines époques que j'apprécie. L'avantage qu'on a dans le sud de la France, c'est qu'on baigne dans l'histoire en permanence. Beaucoup plus que dans le nord. En tout cas, on a un panel beaucoup plus large au niveau historique et préhistorique. Donc il y aura du très bon. Voilà. Mais je ne sais pas encore ce que je vais faire de cet épisode. C'est vraiment En fait, je vais l'écrire en même temps que je le tournerai. C'est encore une autre façon de faire. C'est un petit défi aussi. Déjà, je vais prendre plaisir à aller sur cet événement-là. Et c'est voilà, pendant le week-end, alors que la caméra tournera, je ferai mes liens au fur et à mesure, je ferai mon épisode, je vous raconterai ce qui se passe à ce moment-là, et ça va se faire petit à petit, et je pense que l'écriture, même après avoir fini de tourner, ne sera pas, elle, terminée, et que pendant le montage, je ferai de nouveaux liens avec certains trucs, donc par moments ça sera peut-être un petit peu brouillon, puisque je très certainement je mettrai en image des idées qui me seront venues après les avoir tournées en utilisant les images après coup. Donc on verra bien. Voilà, c'est encore un autre truc. Vous me direz ce que vous en aurez pensé. Est-ce que je pourrais... Ouais, allez. Et après on pourra couper le rediff et être qu'entre nous. Un petit truc qui a été dit. Je vais commencer ma phrase autrement. À la Néocast, il y a une personne qui est venue me voir, c'était pas la première, qui m'a demandé si elle pouvait me faire un type. Moi j'ai dit, mais un type comment? Est-ce que je peux te filer du pognon? Donc l'idée vraiment du type, quoi. Et c'est venu chatouiller mon petit esprit. Et là je vais vous le mettre du coup dans la... Je n'ai pas encore fait l'annonce officielle, mais vous l'aurez là, et ceux qui écouteront la rediff jusque-là l'auront. J'ai créé une page Tipeee que je vais vous mettre tout de suite. Hop, Tipeee. Tipeee. Tipeee.com. Connexion. Hop. Donc, vous connaissez aussi mes petites particularités. C'est pas ça que je voulais voir. Il est où? Il est là. Voilà. Allez. Oui, il y avait bien sur la page de garde
Vous l'avez là. Bon, c'est très facile à trouver. Hein. Tipeee.com Vengarou. À l'occasion, vous irez le lire. Et vous verrez que ça aussi, je suis pas foutu de le faire comme les autres. Donc voilà, c'est juste la petite annonce Tipeee de dernière minute comme ça, avant de couper l'enregistrement, puisque je vous propose sur cette information de dire au revoir aux gens qui sont encore en train d'écouter la rediff, qui ont passé quasiment 1h10 à écouter cette rediff. Félicitations, vous êtes fous d'écouter ça. J'espère que ça vous a plu aussi. Nous, on est parti pour encore une bonne partie de la nuit à discuter qu'entre nous, de façon totalement privée, avec l'orage derrière. Et le traditionnel mot de la fin avant que je coupe l'enregistrement, vous le connaissez, mais je ne me lasse pas de l'utiliser. Tuberosum.